Vladimir, c'est vrai, il se boutonne, pas de laisser aller dans les petites choses. Estragon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu attends toujours le dernier moment. Vladimir, rêveusement, le dernier moment, il médite. C'est long, mais ce sera bon. Qui disait ça? Vladimir, c'est vrai, il se boutonne, pas de laisser aller dans les petites choses. Estragon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu attends toujours le dernier moment. Vladimir, rêveusement, le dernier moment. Le dernier moment. Le dernier moment. Médite. C'est long. Mais ce sera bon. Qui disait ça? L'histoire de l'art est une histoire de prophétie. Elle ne peut être décrite que du point de vue du présent immédiat actuel, car chaque époque possède une possibilité nouvelle, mais non transmissible par héritage, qui lui est propre d'interpréter les prophéties que l'art des époques antérieures contenait à son adresse. Il n'est pas de tâche plus importante pour l'histoire de l'art que de déchiffrer les prophéties, c'est que dans les grandes œuvres du passé, leur donner valeur à l'époque de leur rédaction. Quel avenir? En fait, non pas toujours un futur immédiat, et jamais un futur complètement déterminé. Il n'est rien qui soit plus sujet à transformation dans l'œuvre d'art que cet espace sombre d'avenir, cannelle fermente. Il n'est rien qui soit plus sujet à transformation dans l'œuvre d'art que cet espace sombre de l'avenir, cannelle fermente. J'ai déjà fait ce petit jeu plusieurs fois de lire cet échange de Beckett 1952 et de le mettre en relation avec les ancêtres du Christ. Donc je ne vais pas m'étendre longuement, simplement pour ceux qui seraient vraiment sourds d'oreille. Hein, je voudrais que vous soyez conscients qu'on parle ici du jugement dernier. Hein. Mais on en parle d'une façon très particulière, c'est-à-dire pendant que Vladimir se boutonne la braguette et et à dire de Vladimir, donc ces derniers moments, c'est long, mais ça sera bon, et donc il a oublié qu'il disait ça. Donc je vais donner quelques éléments supplémentaires, simplement pour situer la pièce, que vous connaissez tous, parce que c'est une pièce majeure de la modernité récente. C'est que plusieurs fois on évoque le nom du Christ dans cette pièce, et c'est toujours Vladimir qui le fait, et qu'Estragon lui répond, mais qui est ce Christ? Je ne veux pas le voir, je ne veux pas l'entendre parler, d'une part. Et de l'autre côté, on parle toujours du texte sacré de fin dernier, au moment où on accomplit les actions les plus basses, c'est fermer la braguette, c'est aussi lasser ses chaussures. Je rappelle aussi des éléments qui sont peut-être un peu moins connus, c'est-à-dire que dans la première version de la pièce, Estragon s'appelait Lévi, c'est-à-dire le nom générique du juif, et que dans les discussions théologiques un peu masquées, il prend toujours la part des juifs, et Vladimir celle des chrétiens. Et puis l'autre élément qui est important, sans doute, c'est le fait que cette attente du Godot qui n'arrive jamais. C'est trop facile de dire que Godot c'est Dieu, mais enfin c'est aussi ça. Par rapport à ce que disait ce matin Bernard, c'est-à-dire sur l'attente, sur la perspective eschatologique qui s'est fermée. Ici, elle s'est bien fermée, mais elle reste dans la perspective du sens en tant que fermée, parce qu'elle est évoquée. Et donc, je dirais qu'il y a quelque chose là de... Je triche un peu parce que je vais choisir
une photo de la mise en scène récente canadienne de Nathan Godot. Et j'aurais pu en choisir d'autres, mais disons que ce type de posture est récurrent dans toutes les mises en scène de Godot et que la corporéité qui s'y manifeste est une corporéité justement de la répétition du geste qui n'a pas beaucoup de sens, essayer de mettre des chaussures, enlever des chaussures, qu'il y a quelques ponts qui peuvent se tisser, sauf que ceux que dans la chapelle Sistine se trouvaient en marge, c'est-à-dire ce corps charnel, cette difficulté ou cet refus de saisir l'essence de l'histoire, là se trouve au centre de la pièce et il n'y a pas d'autres espaces qui s'ouvrent. Quant à la phrase de Benjamin qui se trouve dans sa philosophie dans ses textes sur la philosophie de l'histoire, je la commente un peu avec vous. C'est une tâche importante, c'est-à-dire je me sens un peu programmé par cette phrase. L'histoire de l'art est une histoire de prophétie. Il y a d'autres moments où il dit qu'il y a des mèches dans les œuvres d'art du passé qui explosent à partir d'un présent qui se sont visés par elles, qui soient capables de se sentir visés par elles. Et que les périodes historiques qui ne se sentent pas visées par certaines œuvres d'art sont d'une certaine façon responsables de leur disparition. Ils ne savent pas l'écouter, ils ne savent pas les saisir, en saisir l'essence par rapport au présent dans lequel se sentent peut-être saisis. Donc l'œuvre d'art est une histoire de prophétie, elle ne peut être décrite que du point de vue du présent immédiat, actuel, car chaque époque, et ça c'est aller au contraire de toute démarche historienne, parce que bien sûr la démarche historienne consiste à se placer dans les temps où l'œuvre d'art a vu son jour et essayer de l'expliquer en fonction des contextes historiques. Là, Benjamin prend un parti franchement anachronique, c'est-à-dire qu'elle ne peut être décrite que du point de vue du présent immédiat actuel, ce qui irait dans le sens de ce que Bernard, avec beaucoup de générosité, me prête, c'est-à-dire que j'essaie de regarder à la chapelle Sistine à partir des préoccupations actuelles, car chaque époque possède une possibilité nouvelle mais non transmissible par héritage qui lui est propre d'interpréter les prophéties que l'art des époques antérieures contenait à son adresse. Vous avez compris que pour moi, la prophétie qui est recélée dans la chapelle Sistine, c'est les ancêtres du Christ qui vont se révéler, vont révéler leur sens plein dans des pièces comme celle de Beckett. C'est une prophétie qui a aussi son aspect sombre. L'aspect sombre qui est évoqué à la fin de cette phrase, c'est bien sûr la destruction des Juifs d'Europe, qui est en partie, je ne dis pas complètement, mais en partie lié à l'antisémitisme chrétien, qui est celui qui, dans la Sistine, s'exprime à travers cette marginalisation des Juifs et leur position, disons, reléguée sur le terrain de la carnalité, de la chair. Il n'est pas de tâche plus importante pour l'histoire de l'art que de déchiffrer les prophéties, c'est que dans les grandes œuvres du passé, leur donner valeur à l'époque de leur rédaction. Ça semble un petit pas en arrière qui prend en compte donc le contexte, que l'avenir, en fait, non pas toujours un futur immédiat et jamais un futur complètement déterminé. Il n'est rien qui soit plus sujet à transformation dans l'œuvre d'art. Et là, ça nous renvoie à certaines des réflexions de ce matin. Je pense des réflexions de Bernard sur Junger, sur les différentes temporalités qui peuvent être reconnues dans les œuvres, cet espace sombre de l'avenir, cannelle fermente. Donc je voulais apporter cette petite contribution, là je vais allumer parce que je voulais apporter cette petite contribution beckettienne et benjaminienne pour élargir encore la perspective, non pas pour charger une barque qui est déjà bien chargée d'éléments de réflexion, mais pour montrer un peu la perspective.
Et peut-être aussi, pour entamer une discussion avec Bernard et avec vous, aussi sur les différences qu'il peut y avoir entre cette perspective eschatologique, métaphysique, et chez Beckett se ferme. Il n'y a plus de Godot, il n'arrive pas. À la place, il y a des personnages qui, on a appelé ça le théâtre de l'absurde, c'est-à-dire qui répètent des gestes, qui sont dans une attente par moments ridicule, et qui sont pris par les corps dans la façon la plus basse. Hein. C'est des vieilles chaussures qui ne rentrent pas, c'est un corps de les faire rentrer, un corps de les faire rentrer. Et peut-être c'est les années 60, donc la mémoire de la guerre est très, très, très vive. Au début du deuxième acte de Godot, il me semble que c'est Estragon qui dit à Vladimir il y a des cadavres tout autour de nous, tout autour de l'arbre où se joue la pièce, il y a des montagnes de cadavres. Qu'est-ce qu'ils font là? Qu'est-ce qui s'est passé? Où est-ce que nous étions? Et l'autre personnage, Vladimir, lui répond, nous étions dans les Roussillons, faire les vendanges. C'est là qu'effectivement Beckett était il s'était réfugié dans les Roussillons pendant l'occupation nazie. Et par ailleurs a participé Beckett j'allais dire à la différence de Junger, enfin en tout cas il était du bon côté. Ce qu'il a fait, il a participé à des missions pour les services secrets des Alliés. Mais en tout cas, on se détourne de cette horreur, mais bien sûr, tout ce qui est construit ensuite est informé par cette tragédie.